Bonjour. Alors peut-être que vous me rencontrez sous ce vidéo lors du 14 février, donc la journée de la Saint-Valentin. Et traditionnellement, ça fait donc plusieurs années que finalement je fais toujours une petite vidéo pour la Saint-Valentin. Et finalement, je me suis dit, ben, il faudrait bien que je fasse un petit vidéo cette fois-ci et peut-être aborder les choses différemment avec la lumière un petit peu de ce qui se passe dans le monde, finalement. Alors, j'ai pensé peut-être demander à ChatGPT de me conseiller concernant, de me parler un petit peu des dynamiques relationnelles qui existaient dans les relations amoureuses. Puis à partir de ce que ChatGPT m'a proposé, ben, je me suis dit, mais tiens, je pourrais faire une petite animation. Donc, finalement, c'est vraiment un, un vidéo en 2025 qui est relié donc un petit peu à ce qui se passe dans le monde, puisque l'intelligence artificielle est quand même le nouveau, le nouveau cheval de bataille, pourrait-on dire, dans le monde, hein, c'est-à-dire que plein de pays ont le désir donc de devenir finalement le meneur concernant l'intelligence artificielle. Donc, je me suis dit, ben, commençons donc cette Saint-Valentin 2025 avec des recommandations que ChatGPT fait et puis évidemment, ben, moi, de les commenter si on veut, si on voulait bien. Donc, on va commencer. Donc, les dynamiques amoureuses se réfèrent aux interactions, comportements et émotions qui fascinent une relation amoureuse. Elles peuvent être influencées par des facteurs personnels, culturels, sociaux, émotionnels. Donc, c'est tout à fait juste, hein, bien sûr. ChatGPT est totalement dans la vérité. Humblement, je peux l'affirmer. Puis je pense qu'on est tous d'accord, hein, c'est-à-dire que des relations amoureuses, bien évidemment, dans le monde, selon la culture, selon où est-ce qu'on se situe, selon nos croyances, selon plein de choses, à quelque part, les relations amoureuses prennent forme. Et dans ce sens-là, il y a plein de définitions de l'amour dans le monde. Il y a des gens qui sont très religieux, qui ont une vision spirituelle et religieuse de la relation amoureuse, qui fonctionnent sur des modalités ou des dogmes autour de la religion qui font que les relations prennent forme d'une certaine façon. Dans d'autres, il y a un peu plus de liberté. Donc, il y a plein de définitions des relations amoureuses. Et évidemment, donc, ChatGPT me propose quelques dynamiques amoureuses courantes qu'on va regarder ensemble, simplement pour explorer justement le concept de l'amour. Donc, l'attraction initiale. Alors, évidemment, ça fait partie de la dynamique première, c'est-à-dire que lorsqu'on se rencontre deux êtres humains, ben, il y a la phase où deux individus commencent à se découvrir et à ressentir une attraction l'un pour l'autre. Cela peut être basé sur l'apparence physique, les intérêts communs, une connexion émotionnelle instantanée. C'est intéressant cette connexion émotionnelle instantanée parce que moi, bon, ça fait quand même plusieurs années, ça fait plus de 35 ans, je pense, que je fais des consultations, que j'ai jamais cessé de faire des consultations avec des gens. Puis inévitablement, un des grands thèmes des consultations, c'est quand même les relations amoureuses. Ça, on peut pas se le cacher. Et évidemment, beaucoup de monde, finalement, qui vient de me voir, ben, quelque part, me demande de donner mon point de vue concernant une relation. Et qu'est-ce qui se passe dans une relation intuitive, hein, parce que moi, je suis un thérapeute intuitif, donc quand je donne des conseils à des gens concernant les relations amoureuses, c'est que la personne avec qui ils sont en relation, bien souvent n'est pas là. Donc, elle me demande finalement un conseil par rapport à la relation, par rapport aux problématiques qui peuvent exister dans la relation. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, je me mets en relation avec la personne avec laquelle je suis en consultation et je vais faire venir l'énergie de la personne à quelque part avec laquelle elle est en interaction et je vais voir donc l'échange. Et ce qui est intéressant de comprendre dans cette notion d'échange, c'est que c'est pas donc physique, c'est pas une attraction physique, je te trouve belle, tu me trouves beau. C'est davantage, évidemment, un regard que j'ai à ce moment-là, un regard plus énergétique, dans lequel je constate que la relation entre deux êtres humains faits de chair et d'os vont émaner entre eux une énergie qui peut être associée donc à de l'énergie, hein, comme une forme d'attraction mutuelle, énergétiquement parlant. Mais cette énergie d'attraction, elle est basée sur quoi? Ben, elle est souvent basée par des émotions, par des pensées, par des croyances, par des objectifs, par des envies qui sont inconscients, qui sont dans notre énergie, qui se dégagent de notre énergie et qui vont émaner l'un envers l'autre et qui va faire finalement que deux êtres humains vont se sentir en résonance avec eux-mêmes ou ne s'en sentira pas en résonance avec eux-mêmes. Donc, c'est ça un peu que moi je constate. Donc, quand on voit une personne avec une autre personne au tout début d'une relation, dans un processus intuitif, on va constater justement qu'il y a donc un potentiel qui prend forme, c'est-à-dire que deux êtres humains sont attirés mutuellement et cette attraction-là peut déterminer ce que moi j'appelle un potentiel expansif, c'est-à-dire que deux êtres humains
lorsqu'ils se rencontrent, ont une attraction parce que justement, ils ont mutuellement reconnu au niveau énergétique une forme de syntonie, une forme d'harmonie qui les amène à se projeter dans le futur avec l'idée, quelque part, qu'ils peuvent envisager une vision long terme. Ou dans d'autres cas, cette dynamique-là peut également aussi mettre en évidence ce que j'appelle moi des potentiels limitatifs, c'est-à-dire que deux êtres humains peuvent se rencontrer et même s'ils ont une attraction mutuelle, ils n'en sont pas conscients, mais cette attraction mutuelle va faire émerger ce que moi j'appelle donc des mécanismes inconscients limitatifs qui font que la relation ne pourra pas vraiment évoluer dans un sens évolutif, mais vont plutôt finalement se figer dans une vision limitative. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, une personne à quelque part peut donc avoir une colère à l'intérieur d'elle-même, puis moi, ben, je peux être porteur d'une forme de culpabilité en dedans de moi, et évidemment, donc, il y a une syntonie négative qui en résulte, c'est-à-dire que la personne qui a de la colère a envie de se venger de quelque chose, puis la personne qui accepte donc qu'on se venge, hein, qu'on manifeste, qu'on soit pas gentil avec elle, c'est parce qu'elle se sent coupable de quelque chose, donc elle accepte d'être un peu la victime, puis l'autre personne accepte d'être l'agresseur, et la relation peut prendre forme sous un mauvais fonctionnement, je dirais, c'est-à-dire qu'on ça va permettre aux deux personnes de se libérer de quelque chose, mais au point de vue de la relation comme telle, bien évidemment, ça ne sera pas la relation que l'on aurait souhaité, hein, parce qu'évidemment, ça va permettre de libérer des choses, mais ça ne va pas permettre de vivre une relation mature et souhaitable comme on l'aurait désiré. Donc ça, c'était un petit peu pour ce principe de l'attraction initiale. Ensuite, bien évidemment, il y a le romantisme et l'idéalisation. Ça, c'est ChatGPT qui nous dit ça. Au début de la relation, il est fréquent que les partenaires idéalisent l'autre, mettant en avant ses qualités et minimisant ses défauts. Cela peut créer une vision idéalisée du partenaire. Ça, c'était quand même intéressant, parce que cette vision idéalisée du partenaire, elle ne repose pas sur l'échange entre deux êtres humains. Elle repose finalement sur ce que moi, j'ai comme vision de la relation. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, moi, j'ai déjà vu ça souvent dans les consultations, et je vais faire une caricature en le disant comme ça, parce que c'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire. C'est que j'ai déjà vu souvent, et c'est malheureusement souvent des femmes qui vont avoir cette façon de voir les choses-là. Puis ça va être la culture également, puis aussi avec l'idée que la femme a quelque part une forme de romantisme plus élevé. Elle pourrait me dire, ben, tu sais, il me bat tous les jours, mais il m'aime, je le sens qu'il m'aime. Vous voyez, je sens qu'il m'aime. Donc, la femme, souvent, puis je pense que les hommes aussi, bien sûr, hein, je ne veux pas être misogyne en le disant comme ça, mais j'ai souvent objectivement observé que les femmes avaient plus cette tendance-là à être comme ça que les hommes. C'est que les femmes vont, à quelque part, reconnaître en la personne dans la personne qui se trouve devant elle des qualités, ou elle va voir un potentiel évolutif, justement. Elle va reconnaître cet homme-là, elle sait qu'au fond de lui, c'est une belle personne. Et elle a peut-être raison. D'accord? Par contre, à un moment donné ou un autre, il nous faut nous ramener à la réalité. C'est-à-dire que moi, je peux dire que cette personne est extraordinaire, elle a de très belles qualités, je le sais au fond d'elle, mais si cette personne-là n'est pas capable d'assumer ces qualités-là, parce que justement, elle a des problématiques émotionnelles, des conflits intérieurs, qui font que finalement, elle a plutôt tendance à exprimer de l'agressivité envers moi, parce qu'elle n'est pas capable de manifester ces belles qualités qui sont en elle, que je perçois, mais qu'elle n'est pas capable, elle, de faire émerger. Ben, à ce moment-là, je vais finalement vivre une certaine forme d'idéalisation de la personne, c'est-à-dire que je vais être convaincu que cette personne-là, elle est ce que moi je vois d'elle. Et c'est malheureusement pas vrai puisque les faits vont pas dans le sens de cette réalité-là. Et ça, on doit comprendre que c'est quelque chose qui est très humain, que cette façon qu'on a, nous, de voir en l'autre quelque chose qui n'est pas la réalité. Puis ça, on retrouve ça même socialement, politiquement, on retrouve ça dans plein de situations où on voit une situation qui se passe, mais on ne l'interprète pas de façon adéquate parce qu'on veut tellement croire que la relation, finalement, est une relation quelque part qui correspond à ce que nous, on veut croire de la réalité, qu'on va finalement se retrouver donc être dans une position justement de négation quelque part face à la situation. Et ça, on va retrouver ça quand même assez souvent dans les relations amoureuses, bien sûr. Et ça, c'est vraiment beaucoup basé sur ce principe de l'idéalisation qui va se créer et qui va faire qu'à un moment donné, bien évidemment, avec le temps, cette négation de la réalité, bien, elle va nous rattraper. C'est-à-dire que j'ai beau croire que cette personne m'aime parce qu'elle est une bonne personne au fond d'elle-même et qu'elle m'aime, mais si elle me bat régulièrement, ben, à un moment donné, je vais me rendre compte que ben là, si elle m'aime, elle ne devrait pas me battre.
On va arriver à un moment donné à constater ça. Alors, évidemment, c'est une grosse exagération, l'exemple que je vous donne, mais c'est pour faire comprendre que quelque part, malheureusement, il y a beaucoup de situations dans les relations où on va chercher à excuser l'autre pour ne pas faire face à la réalité. Et la réalité, à quelque part, ben, c'est l'objectivité. Et l'objectivité, ben, elle repose justement sur les faits. Alors moi, je peux dire, je sais au fond de moi qu'elle m'aime, cette personne-là, mais concrètement, est-ce qu'elle assume cet amour-là? C'est ça la question fondamentale. Parce que si elle ne l'assume pas concrètement, ben, à un moment donné, je vais être obligé de constater, de me dire, OK, elle m'aime peut-être, cette personne-là, mais elle ne sait pas le manifester dans la matière. Et moi, mon besoin, c'est quand même, à un moment donné, qu'elle le manifeste dans la matière. Donc, je suis obligé de devoir contester, en quelque sorte, la relation que cette personne me propose parce qu'elle ne me propose pas une relation quelque part qui correspond vraiment à ce que moi je souhaite. OK, alors ça, c'est une deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous. Ensuite, la troisième dynamique qui est proposée par ChatGPT, c'est l'engagement et la confiance. Alors, qu'est-ce que ChatGPT me raconte? C'est que avec le temps, l'engagement et la confiance se construisent, renforçant la stabilité de la relation. Cela implique la communication ouverte, le respect des besoins de l'autre et la loyauté. Donc ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est une phase importante de la relation. C'est que à partir du moment donné qu'on n'est plus dans l'idéalisation, c'est-à-dire qu'on voit la réalité telle qu'elle est de la relation, et bien on arrive justement à cette condition de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de m'engager avec toi. Car d'une part, tu m'apportes une confiance, tu m'apportes à quelque part une stabilité. J'ai envie donc de, de construire avec toi quelque chose. Pourquoi on va arriver à dire j'ai envie de construire quelque chose avec toi? C'est parce que tous les deux, on va avoir envie de se tenir par la main puis se dire ben voilà, moi j'ai envie de prendre la direction qui est par là, puis j'ai pas envie d'être seul, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de collaborer avec toi pour construire une vie qui me soit plus favorable et qui me soit plus intéressante, plus riche, etc., plus épanouissante. Donc, cette étape-là est importante parce que dans la conception du couple, on a souvent fonctionné avec cette notion d'engagement que moi j'appelle idéaliste. C'est-à-dire l'engagement idéaliste, c'est le mariage. Le mariage, c'est je me marie avec toi pour le pire et pour le meilleur, ou pour le meilleur et pour le pire. Et dans ces conditions-là, ben, comme je me marie avec toi, ben, je vais me marier et tout va être merveilleux, tout va être fantastique, tout va être jusqu'à la fin de nos jours. Et évidemment, ça correspond à cette phase de l'idéalisation. Hein, c'est-à-dire de croire quelque part que parce que je me marie, ben, je me suis engagé avec quelqu'un et cette personne-là va être avec moi jusqu'à la fin de ses jours. C'était quelque chose qui existait il n'y a pas si longtemps. On concevait très clairement que quand on se mariait, c'était pour la vie. Et on ne pouvait pas envisager le divorce parce que ce n'était pas acceptable d'un point de vue religieux, hein, dans un contexte comme le Canada ou l'Europe et d'autres pays, hein, bien sûr. Et évidemment, on doit constater aujourd'hui que le mariage a beaucoup moins d'importance, c'est beaucoup moins perçu comme étant une absolue. Hein, c'est-à-dire que si je me marie, c'est pour la vie. On conçoit aujourd'hui que ben, si ça ne marche pas, ben, on va divorcer, etc. Donc, il y a plein de liberté là-dedans. Donc, à quelque part, cette notion d'engagement et de confiance n'est plus déterminée par le mariage, elle devient déterminée par la maturité relationnelle. Et ça, c'est intéressant parce que la maturité relationnelle, c'est lorsque deux êtres humains s'assument et qui sont capables de partager avec l'autre, d'une façon authentique et vraie, ce qu'ils ont en commun. Et évidemment, ce qu'ils ont en commun repose sur une bienveillance commune. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'être gentil avec toi, puis toi, tu as envie d'être gentil avec moi. Et tous les deux, on est autonomes. Et tous les deux, parce qu'on est autonome, on a envie de partager, parce qu'on a envie à quelque part d'être ensemble. Et on a envie donc de partager des zones communes, mais pas tout. C'est pas tout qu'on va partager. On va partager un certain nombre de choses qui vont être déterminées par le couple lui-même. Tandis que le couple, à quelque part, qui est libre, ne repose pas justement sur des obligations ou sur des demandes à quelque part préécrites. Ce sont des demandes évaluées mutuellement par l'un et par l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à mettre en place cette notion d'engagement et de confiance. Puis évidemment, ça implique cette notion vraiment de je m'assume, tu t'assumes et on partage, c'est-à-dire qu'on détermine ensemble de quelle façon qu'on peut construire ensemble une vie de couple qui va nous satisfaire. Et ça, je pense que c'est vraiment important de bien comprendre ça parce que malheureusement, cette position de tomber amoureuse et de tomber amoureux qu'on entend souvent,
met en évidence justement que deux êtres humains ne sont pas en train de s'assumer. Et comme ils ne s'assument pas, il y en a une des deux qui va tomber sur l'autre. Et il y a une perte de pouvoir à ce moment-là chez cette personne-là. Et cette perte de pouvoir-là, c'est là que ça va entraîner justement ce qu'on peut appeler l'idéalisme. C'est ça qui va faire en quelque part qu'il y a une dynamique de l'enfance, hein, des croyances associées à l'enfance, à des choses qu'on a vécues dans l'enfance qui vont se reproduire. Et ce qui va se reproduire, ben, va finalement nous amener à comme vivre des résonances limitatives, hein, comme si je suis convaincu, moi, que je ne mérite pas d'être aimé, ben, je vais créer une relation qui va reproduire ce principe-là, et c'est pas nécessairement heureux. Et c'est là que cette notion d'engagement peut exister. On peut s'engager avec quelqu'un, mais ce quelqu'un-là ne nous apporte pas le bonheur parce qu'effectivement, il ne nous donne pas droit à l'amour, parce que nous, on est convaincus de ne pas y avoir droit, et cette personne-là, ben, l'incarne parfaitement. Et là, on tombe dans une espèce de limitation relationnelle qui va faire qu'on ne va pas pouvoir arriver à trouver notre bonheur dans la relation. Puis c'est un petit peu malheureux, évidemment, des situations comme celle-là. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Ensuite, il y a les conflits et la résolution. C'est ce que ChatGPT nous raconte, qui est une autre étape. Alors, aucune relation n'est exemple de conflit, bien sûr. L'importance réside dans la façon dont ces conflits sont abordés. La communication, la négociation et l'empathie sont essentielles pour résoudre les désaccords et maintenir une relation saine. Encore là, ChatGPT, il n'est pas tard, hein, il parle quand même intelligemment et avec une certaine sagesse, en nous rappelant justement qu'une relation, même si je me suis engagé puis j'ai confiance en mon partenaire, ça ne veut pas dire pour autant que je n'aurai pas de conflit avec cette personne-là et que je ne serai pas en mesure de devoir m'affirmer auprès de cette personne-là pour lui rappeler que j'ai des demandes, j'ai des attentes, j'ai des envies. Je veux quelque part collaborer avec lui, mais je veux quelque part être capable de lui communiquer quand ça ne convient pas, quand ça ne marche pas, et que lui soit capable, d'une façon mature et bienveillante, de me donner des explications et de s'ajuster à moi pour qu'on trouve une entente et qui fasse qu'on puisse évoluer ensemble, qu'on puisse poursuivre l'évolution ensemble. Alors ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. C'est cette capacité que l'on a de communiquer entre nous. Et ça, j'aimerais ça aborder parce que depuis le COVID, une des choses que moi j'observe, puis je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour observer la même chose quand on regarde dans les réseaux sociaux, entre autres, c'est cette espèce d'intransigeance entre les êtres humains. Il y a un manque de bienveillance depuis le COVID parce que ça a mis en évidence à quelque part des grandes dualités, je dirais, entre des êtres humains. Il y a des êtres humains qui prônent une certaine façon de voir la société, basée un peu sur la liberté, pourrait-on dire. Puis il y en a un autre qui base la vision de la société d'une façon plus, une vision de la liberté, mais une vision de la liberté où on se dit, ben voilà, moi je veux bien quelque part être libre, mais je veux quelque part qu'on ait une conscience sociale. Et d'autre côté, ben moi je veux être libre, puis je veux quelque part pouvoir prendre mes décisions indépendamment de ce que la société veut m'imposer. Alors il y a quelque chose comme ça qui s'est présenté. Et c'est cette vision-là duel met en évidence aussi la notion du couple. Parce que le couple, finalement, on pourrait dire, ben, le couple, une personne peut dire, ben, moi, je suis prête à tout pour le couple. Puis l'autre personne pourrait dire, ben, moi, je suis prêt à tout pour moi. OK? Alors, ça ne va pas ensemble, ces deux visions-là. Puis c'est ça un petit peu que ça représente depuis le COVID, hein, cette espèce de vision qu'il est difficile pour nous d'arriver à trouver un espace juste entre moi, je pense à moi, puis moi, je pense à l'autre. Alors oui, je pense à moi, mais je pense à l'autre aussi. C'est ça un peu que on observe à travers la démarche à quelque part de cette vision de la volonté de résoudre des conflits, c'est quand on est capable justement de se retrouver dans une position où on est dans une certaine forme de justesse l'un par rapport à l'autre. C'est comme ça qu'on va arriver euh, à établir cette forme de résolution de problème. C'est lorsqu'on reconnaît quelque part qu'on est deux êtres humains qui sont indépendants l'un de l'autre et qu'on a toujours le choix de se dire ben, je m'en vais ou qu'on reste ensemble. Et si on reste ensemble, ben, c'est cette zone de partage qui est importante. Et on peut être en désaccord sur plein de choses, mais si on accepte de se retrouver en accord sur un certain nombre de choses, ben, la relation peut exister parce que c'est le partage qui va nous lier. C'est pas le désaccord. Le désaccord va nous éloigner l'un de l'autre. Mais si on est capable de trouver une façon de partager l'un et l'autre, mais c'est là quelque part qu'on va arriver à trouver une forme de relation plus satisfaisante et dans laquelle on va pouvoir résoudre des conflits. Et c'est une des raisons pourquoi une relation peut exister, c'est qu'on est capable de créer cette zone de partage-là, même si on a des avis différents, puis on peut être très différents l'un de l'autre, mais si on s'aime,
et qu'on est capable de partager un certain nombre de choses ensemble, c'est là que la relation peut perdurer indépendamment des conflits et des difficultés. Et ça, je fais le parallèle avec depuis le COVID parce que collectivement parlant, en tant que société, on est certainement confronté aussi à ça. On forme pas des couples les uns avec les autres nécessairement, mais on forme des, on a des espaces communs de partage. Facebook en est un, par exemple, pour donner un exemple. Et à un moment donné, bon, on doit être capable de partager d'une façon constructive les choses, sinon on ne partage plus rien. Et si on ne partage plus rien, mais c'est donc dire quelque part qu'on est comme dans des circuits fermés, c'est-à-dire que moi, je suis renfermé sur moi-même, et les seules personnes que j'accepte de pouvoir partager des choses avec moi, ben, c'est les gens qui vont me dire les mêmes choses que moi. Alors, quelque part, on est dans une relation idéalisée, hein, c'est-à-dire qu'on se dit, ben moi, je communique avec les gens qui sont d'accord avec moi. Ben, je me disais quelque part qu'on est en train de se fermer un petit peu dans son monde et on devrait être capable de pouvoir trouver cette zone de partage qui est essentielle dans une société aussi. Alors, c'est un parallèle que je fais avec le couple et la société par rapport à ça. ChatGPT me dit également l'intimité émotionnelle et physique. C'est important. Une relation amoureuse se distingue par une connexion émotionnelle profonde, un partage des sentiments, des désirs, des besoins. L'intimité physique, bien qu'importante, doit être accompagnée d'intimité émotionnelle pour renforcer la relation. Alors ça, c'est quand même important comme élément de se rappeler justement que si on veut être en relation avec quelqu'un, quand je vous parle d'une zone de partage, la zone de partage n'est pas simplement une zone de partage de quelque chose, c'est une zone de partage dans laquelle je suis engagé avec l'autre d'un point de vue émotionnel. Et cette connexion émotionnelle-là, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée, tu sais, qu'on dit tomber amoureuse ou tomber amoureux. C'est qu'on sent tomber, on se reconnaît mutuellement, puis on se sent reliés l'un à l'autre. Et cette relation-là, pour moi, c'est une forme de résonance vibratoire ou énergétique qui s'effectue. Sans qu'on tombe, on se sent connecté. Et cette connexion-là fait qu'on a envie d'être ensemble et qu'on a envie de construire quelque chose ensemble. Et c'est ça qu'il est question ici quand on parle donc de cette intimité émotionnelle et physique, c'est qu'on a l'envie de vivre quelque chose d'intime l'un envers l'autre, tant d'un point de vue émotionnel qu'un point de vue physique ou même énergétique. Et c'est cette connexion-là qui va faire que, tu sais, quand on dit tomber amoureux, c'est ça un peu, c'est perdre pied. Alors, sans perdre pied, on peut très bien quelque part se connecter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'on soit deux êtres humains faits de chair et d'os, il y a quelque part une connexion énergétique, une connexion émotionnelle, une connexion mentale, une connexion spirituelle même, qui va faire que deux êtres humains vont se sentir appelés l'un à l'autre et ils vont se sentir connectés. D'ailleurs, on sait que des gens qui peuvent vivre à l'autre bout du monde, même s'ils sont à l'autre bout du monde, sont capables de se reconnaître comme des êtres qui s'aiment. Et je pense que les réseaux sociaux ont mis beaucoup en évidence ça. Par exemple, les réseaux pour faire des rencontres, c'est de plus en plus fréquent maintenant qu'on puisse envisager qu'une personne qui habite dans un certain pays puisse être en amour avec une personne qui est dans un autre pays sans s'être même rencontrée parce que justement, il y a un partage qui a été fait, une connexion émotionnelle qui a été effectuée, même s'ils ne se sont jamais rencontrés et que, quelque part, quand ça peut même déclencher des relations qui vont se faire physiquement aussi, hein, parce que justement, cette connexion émotionnelle devient importante et c'est quelque chose quand même d'intéressant à se le rappeler. Ensuite, la dépendance et l'autonomie, c'est un autre élément qui est parlé ici. Alors, un équilibre entre la dépendance et l'autonomie est essentiel dans une relation amoureuse. La dépendance affective excessive peut mener à des relations toxiques, tandis que l'autonomie excessive peut éloigner les partenaires. Alors là, évidemment, cette notion d'autonomie et de dépendance est fondamentale. Quand je disais tantôt que deux êtres humains sont faits de chair et d'os, ils ne sont pas obligés d'être ensemble. Ils sont aussi décident d'être ensemble, c'est parce qu'ils ont défini qu'un espace commun leur permettait d'être ensemble. Donc, si quelqu'un est trop dépendant, ben lui, c'est lui qui tombe amoureux, hein, c'est lui qui tombe sur l'autre, il devient lourd pour l'autre, donc c'est pas nécessairement sain. Et celui qui est trop indépendant, mais c'est celui quelque part qui, lui, n'est pas là pour partager. Il est simplement pas là. Donc, c'est là, évidemment, qu'il y a une espèce d'équilibre à avoir. Puis ça, je pense que dans ce sens-là, ChatGPT a bien raison là-dessus. L'autre élément dont il est question, c'est les changements de dynamique avec le temps. Les dynamiques amoureuses évoluent au fil du temps. Ce qui commence par une passion intense peut se transformer en une relation plus stable ou parfois plus distante. Les défis de la vie, comme le travail, la famille, d'autres responsabilités peuvent aussi affecter cette dynamique-là. Donc, évidemment, une relation amoureuse n'est pas définie par quelque chose de rigide, qui est fixe, mais définie par une communication régulière qui permet à une relation d'évoluer et de se construire selon les besoins de chacun. Donc, la relation amoureuse ne repose pas sur une définition fixe et figée, elle repose vraiment sur une évolution. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre, puisque un être humain peut
fonctionner d'une certaine façon, puis à un moment donné se dire, ben écoute, mon ami, mon compagnon, mon amoureux, mon amoureuse, j'ai changé, j'ai pris conscience aujourd'hui que j'avais plus envie de me comporter de telle façon. Je le faisais avec bien de bonheur jusqu'à maintenant, mais là, ça me convient plus pour toutes sortes de raisons, et j'ai envie maintenant que la relation puisse évoluer, changer d'une autre façon. Donc, ça fait partie quelque part du processus, justement, d'incarnation, hein, de reconnaître qu'on a pris conscience qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus et que, comme on le dit, comme on le communique à l'autre, ben, ça permet justement à la relation de pouvoir évoluer d'une façon qui soit dynamique, qui soit évolutive. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. La réciprocité et l'équilibre, une relation amoureuse saine repose sur un échange mutuel. Si un partenaire investit plus que l'autre, cela peut entraîner des frustrations et des ressentiments. Ah, bien évidemment, l'équité. L'équité, c'est évidemment, c'est reconnaître que moi, je peux en donner beaucoup, mais l'autre personne doit être capable de le reconnaître, puis elle doit aussi être en mesure d'avoir envie de me donner. Peut-être pas là, mais éventuellement, qu'il y a une forme d'équité, c'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression qu'une personne va donner complètement à l'autre, puis l'autre va tout prendre. Et ça touche la notion qu'on retrouve dans la société, encore une fois, de l'équité. Qu'est-ce que c'est? C'est je suis un donneur et toi, tu es un receveur. Si tu es un receveur, je vais te donner. Mais moi, si je te donne, puis je te donne tout le temps, bien peut-être qu'à un moment donné, je vais te dire, hey, j'aimerais ça que tu me donnes. Mais si l'autre personne est un receveur, puis qu'elle n'a jamais appris, elle, à donner, ben, elle risque de ne pas être capable de me donner. Donc, c'est important, évidemment, de bien conscientiser ça. Parce qu'on a des fois l'impression que plus je vais, parce que comme je suis un donneur, je vais en donner beaucoup à la personne qui est devant moi, puis à un moment donné, elle va tellement être tellement comblée qu'elle va avoir envie de m'en donner. Mais non, justement, quand on est avec des gens qui sont des receveurs, c'est-à-dire des gens qui ont appris à prendre, des preneurs, on va l'appeler comme ça, et c'est sans jugement que je dis ça. Quand je dis des preneurs, ça veut dire quoi? Ce sont juste des gens qui ont appris à prendre pour se protéger. Donc, on peut pas, on peut les éduquer. Puis s'ils ont un niveau de conscience suffisamment élevé, bien, ils vont être capables de se dire, ben oui, c'est vrai que j'ai appris à faire ça, puis j'ai au fond de moi une envie de donner aussi, puis ils vont apprendre donc progressivement à changer cette dynamique-là. Mais il faut bien comprendre qu'au début, il y a des tempéraments de gens, puis c'est important de définir ça. Est-ce que mon compagnon est un donneur ou un preneur? Alors, sans jugement, encore une fois, c'est pas de dire ah, c'est un dégueulasse, c'est un preneur. Non, parce qu'un donneur n'est pas nécessairement mieux. Un donneur, c'est quelqu'un qui donne sans compter, puis c'est pas brillant non plus. Donc, c'est des mécanismes de défense qui sont associés à ça, et plus on apprend à les identifier, plus on apprend à exprimer nos limites, plus on favorise une relation plus saine à ce moment-là, d'une façon plus satisfaisante. OK, là, je me suis retrouvé maintenant, donc, avec les attentes et les besoins. Les partenaires ont souvent des attentes différentes concernant la relation. Il est essentiel de discuter de ces attentes afin de s'assurer qu'elles soient alignées et qu'elles ne créent pas de tension. Alors ça, c'est la communication. Et la communication, ben, repose justement sur cette envie de c'est quoi qu'on a envie de construire ensemble, mais c'est quoi le projet de vie qu'on a ensemble, de quelle façon que tu vois la relation, de quelle façon qu'elle évolue. Alors ça, je pense que ça fait partie évidemment de l'objectif, parce que des fois, moi, je peux avoir des besoins, des attentes que j'ai en moi, et la personne qui est à côté de moi, elle a des attentes complètement différentes. Donc, si je ne parle pas de mes attentes envers la personne, ben, je suis en train de construire une relation qui ne convient pas à mes besoins, puisque la personne qui est avec moi ne va pas dans la même direction que moi. Donc, plus on apprend à le communiquer, plus ça permet de développer une relation plus satisfaisante à ce moment-là. L'amour mature. À mesure que la relation progresse, l'amour peut devenir plus mature, se fondant sur des valeurs communes, le respect mutuel et un profond sentiment de soutien mutuel. Alors ça, c'est vraiment l'amour mature, c'est l'amour finalement plus profond, je dirais, où deux êtres humains sont vraiment debout, solides, ils sont capables de partager des choses, mais ils sont capables de ne pas partager des choses. Il y a des choses qu'ils ne partageront pas, puis ils ont pleinement reconnu ça, ils sont matures, ils ne sont pas en réaction émotionnelle pour ça, ils reconnaissent cette réalité-là, et ils n'en font pas un plat, et c'est correct, c'est-à-dire que la relation, elle s'est construite sur quelque chose de solide, et ils ont compris que cette solidité-là, elle reposait sur la liberté que chacun se donnait mutuellement. C'est quelque chose de fondamental. Donc, ces dynamiques-là peuvent varier considérablement d'une relation à l'autre et sont influencées par la personnalité, l'histoire de chaque individu, ainsi que les circonstances de vie. Et c'est ça qu'on observe dans les lectures intuitives. Quand moi, je regarde les dynamiques énergétiques des gens, je vais constater évidemment que chaque personne arrive avec un bagage énergétique qui est en elle, avec des informations mémorielles qui sont dans son champ d'énergie, et elles vont dégager à leur insu un certain nombre de demandes, et l'autre personne ben, aussi va avoir cette même dynamique-là qui va s'établir, et c'est ça qui va faire qu'il y a une genre de chimie qui va se faire entre deux êtres humains, qui va faire qu'il y a des êtres humains qui, sans se connaître, vont se repousser, c'est-à-dire qu'ils vont rien savoir, rien vouloir savoir l'un de l'autre,
Et d'autres vont se sentir très fortement appelés. C'est le mystère de la vie, pourrait-on dire. C'est la danse de la vie. Et évidemment, plus moi je suis conscient de ce que moi je dégage, puis que moi ce que je veux, puis moi ce que je veux pas, plus j'apprends à être capable de reconnaître que des choses que je ne veux plus que mon champ énergétique lui dégage. Donc, plus j'apprends à reconnaître ça, mais plus j'apprends aussi à être capable de mieux réagir face à ces choses-là pour ne plus me laisser prendre dans ce que la programmation intérieure qui est en moi pourrait m'amener à prendre, hein. Comme j'ai compris que ça me faisait mal, ben, j'ai pas envie de revivre ça. Donc, je vais le refuser, puis je vais aller dans des directions qui vont mieux me convenir. Ça fait partie à quelque part du processus de conscientisation qui se manifeste dans notre vie. Donc, ben écoutez, c'était ma petite présentation pour la Saint-Valentin des dynamiques relationnelles suite à une question que j'ai posée à ChatGPT et donc avec des commentaires que j'ai pu faire tout au long. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si ça vous dit, bien évidemment, moi, j'ai des consultations et des consultations dans lesquelles je peux justement faire des lectures intuitives pour les dynamiques relationnelles chez les gens, OK? Donc, les gens me font part quelque part de la problématique, puis je peux regarder ça. Donc, si ça vous intéresse, bien évidemment, ça me fera plaisir de pouvoir justement vous accompagner dans cette démarche-là, surtout qu'il y a une petite promotion pour l'événement, c'est-à-dire que si vous me communiquez votre intérêt suite à ce vidéo-là, ben, je vous fais une petite réduction de 20% sur les consultations. Donc voilà, si ça vous dit, vous communiquez avec moi, puis je vous en parle un petit peu plus. Donc, au plaisir de vous rencontrer. Alors, les consultations peuvent se faire à distance, par Zoom, par téléphone, par tout ce que vous voulez. En fin de compte, WhatsApp, il y en a plein maintenant. C'est très assez varié. Donc, ça me fera plaisir donc de vous accompagner si vous en avez le désir. Il y a également aussi une petite formation que je propose sur les relations personnelles, comment utiliser l'intuition dans les dynamiques relationnelles. Donc, si ça vous intéresse, là aussi, je pourrais vous en parler un petit peu plus à ce moment-là. Ça me fera plaisir. Donc, ben, très belle Saint-Valentin. Puis si on n'est pas tout à fait à la date juste de la Saint-Valentin, ben, on peut quand même je peux quand même vous donner mon appréciation quelque part concernant mon espoir, en tout cas, de vous voir effectivement vous épanouir dans vos relations amoureuses, puisque sur Terre, bien évidemment, c'est super important de se retrouver bien entouré. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.